Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet entretien de la revue Verbum et Lingua, Didactica Lengua y Cultura de l'Université de Guadalajara. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Franck Weil. J'ai bien prononcé votre nom de famille? Parfait. Auteur d'un article passionnant intitulé, et attention, Écouter chanter, chanter et danser durant la classe de langue FLE, appartenant au numéro 26 de notre revue. Nous allons donc explorer ensemble comment la musique, le chant et la danse peuvent enrichir l'apprentissage du français langue étrangère. Merci de nous rejoindre pour cette conversation enrichissante. Franck Weil, bienvenue. Merci beaucoup à vous. Je suis très heureux en fait, que la conférence atelier que j'ai donnée, à l'UNAM il y a quelques années, débouche sur un article publié au Mexique, même s'il est en français. Il aurait été plus classe qu'il soit en espagnol, mais à la possible nul n'est tenu. Et du coup que comment dire? Ça prolonge cette dynamique-là. C'est important pour moi, surtout que c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel, dans mes préoccupations, dans mon parcours. Et nous sommes ravis que vous ayez choisi notre revue pour faire connaître cette réflexion, cette exploration, ce document que je trouve tout à fait intéressant, absolument utile pour nous autres enseignants de FLE. Donc, je voudrais commencer par vous poser la question suivante. En quoi écouter des chansons en classe de FLE pourrait favoriser l'apprentissage de la langue? Vous parlez à un moment donné de la mémoire comme base de l'apprentissage et de la construction de la personnalité. Comment écouter des chansons nous aide justement à favoriser cette relation mémoire-apprentissage qui est énormément étroite? Apprendre une langue, hein, c'est basé sur la mémorisation de structures, langagières, de vocabulaire, rentrer dans un esprit, dans une culture. Ce qui est génial avec la chanson, c'est qu'on a tout ça d'un coup. C'est-à-dire qu'on est dans la culture authentique, puisque les chansons, du pays ou de l'ère culturelle qu'on étudie. Et puis ensuite, le fait qu'il y ait la musique, hein, ça favorise de façon incroyable la mémorisation. C'est très surprenant, moi j'ai constaté dans ma vie d'humain que juste d'écouter quelques chansons, je les savais par cœur, sans aucun effort. Donc c'est ce que on cherche comme enseignant. C'est que Nietzsche, que je n'aime pas par ailleurs, mais qui a quand même une expression géniale, qui est le gai savoir. C'est-à-dire apprendre, dans la joie. Et l'image du penseur, ça c'est très français, le penseur. Non, il est là le penseur, pardon, il est là. Mais, c'est pareil en fait. C'est vraiment se prendre la tête. Et la chanson, on apprend sans se prendre la tête justement. On apprend naturellement, moi presque toutes mes expressions idiomatiques en anglais me viennent de l'écoute des Beatles. Hem et de chansons bien ciblées par l'enseignant vont déjà, donner beaucoup de plaisir parce que quand même c'est génial la chanson, faut être clair. La chanson c'est génial parce qu'en 2-3 minutes, on a un condensé d'émotions, on a un condensé de de prouesses vocales souvent, d'inventions, mélodiques, harmoniques et cetera. Et puis on a la langue qui est là, vivante, prononcée par des locuteurs, du pays. Alors que combien on a souffert, nous qui apprenons les langues étrangères, par ces méthodes débiles, prononcées par des non-locuteurs du pays avec un accent déplorable. En anglais, moi, combien j'ai souffert de ça. Ou alors, des choses prononcées par des gens du pays, mais avec tellement de rapidité, tellement peu de pédagogie qu'en fait, on n'y comprend rien. Et la chanson, l'intérêt, c'est si on comprend pas, on écoute 1 fois, 2 fois, 10 fois et puis on comprend. Avec Tout en à fait. plus tous les moyens qu'il y a aujourd'hui, on met le texte sous la vidéo, voilà, on a le texte, on va chercher dans le dictionnaire, et très rapidement, allez, en 1 heure, si on aime la chanson, on comprend le texte, on comprend les structures et quand on aime, on apprend, c'est aussi bête que ça. Ah oui, tout à fait. Donc là, vous parliez tout à l'heure
en évoquant Nietzsche, du le plaisir, le plaisir. Euh, il me semble, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je pense que oui, euh, on accorde très peu d'importance au plaisir, au bien-être, à se sentir à l'aise dans les cours, non? Euh, euh, depuis votre perspective et à partir de votre expérience, quel rôle joue cette partie de se sentir à l'aise, de s'amuser même dans le processus d'enseignement-apprentissage, surtout dans Ouais. l'apprentissage? J'ai beaucoup aimé, rencontrer d'une part la personne de Haïdé Silva, tu Mhm. vois? Donc qui est professeure de FLE et chercheuse à à l'UNAM. Heu, Sa personnalité est charmante et puis sa perspective est géniale de travailler à partir du jeu, heu et voilà et c'est vrai que moi, en tant qu'enseignant dans le primaire, quand j'enseigne dans le primaire, au maximum, on est dans le jeu, on est dans la créativité, on est dans l'échange aussi verbal, hem et quelque part, c'est ce que j'ai expliqué à mes élèves de CM2 dernièrement, c'est que parler, c'est plutôt plaisant, hein, c'était la grande, façon d'enseigner, il y a pas si longtemps. La politique se faisait par échange et moi, ma grande référence, beaucoup plus que Nietzsche évidemment, c'est François Delsarte, donc cet artiste génial du 19e siècle qui, dans son parcours de chanteur, a rejeté, parce que ça lui a, au sens strict, cassé la voix chantée, a rejeté une technique, qu'on lui enseignait au conservatoire, qui était une technique très violente, antiphysiologique et il a découvert qu'en fait, on pouvait se rééduquer simplement en se respectant et donc se respecter, ça veut dire avoir du plaisir tout simplement, hein et tout le travail, corporel qu'il a pondu, qu'il a créé, qui est devenu le référent de la danse moderne puis contemporaine est un travail, je le sais pour l'expérimenter, dans lequel on est bien. On a du plaisir à être dans le mouvement. On n'est pas du tout en danse comme en danse classique à faire des choses où parfois on nous tape sur les jambes, pour, avoir la bonne position. Non, on cherche, comment ça circule bien? Comment on comment on respire correctement? Comment on est en bonne relation avec l'autre? Tout ça, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est pas pour moi, c'est pas forcément s'amuser, mais c'est être bien avec soi-même et donc avec les autres. Oui, bien sûr, et j'insiste, c'est un aspect qu'on néglige très souvent, non? Dans les écoles en général, qu'il s'agisse de niveau primaire ou autre, on a tendance à croire que apprendre, c'est quelque chose de sérieux tout le temps, de strict, hein, alors que il y a de nombreuses Mais études. le plaisir n'empêche pas d'être strict, c'est ça qui est incroyable. Tout à fait. C'est qu'en fait, on a créé des schémas qui sont des schémas un peu totalitaires, où on nous fait croire que le plaisir, c'est le relâchement, c'est le n'importe quoi, mais c'est faux. Un exemple, dans mon domaine de la danse contemporaine, quand on fait une structure d'improvisation, elle est intéressante s'il y a des règles très strictes. Et au milieu de règles très strictes, on devient créatif. S'il y a rien, on dit: «Improvise comme ça», ben, on n'improvise pas. Mm. En revanche, si on dit: «Tiens, tu vas travailler avec telle structure d'espace, avec tel verbe d'action, sur un temps limité» et cetera, et là, subitement, il y a plein de choses qui émergent. Et donc contrairement à ce qu'on croit, le plaisir et la créativité, c'est lié à des choses qui sont structurées, sont structurantes, enfin et et l'émergence de création de voilà, c'est en fait, on a des images complètement romantiques ou romantisées de ce que c'est qu'apprendre et on a une image très, 3 République pour les Français, très, là, le maître d'école avec ses 50 élèves ou 60 élèves ou 80 parce que c'était comme ça au début, de la République, où il fallait marcher comme à l'armée, quoi. Mais c'est pas ça l'apprentissage. Tout à fait. Le vrai apprentissage, c'est pas ça. Le vrai apprentissage, c'est découvrir qui on est et comment ce qu'on reçoit, on se l'approprie et pour se l'approprier, bah, il faut bien qu'on aime parce que si ce qu'on n'aime pas, on se l'approprie pas, c'est aussi bête que ça. Ah oui, complètement, complètement.
Euh, dans votre texte, vous parlez, et corrigez-moi s'il vous plaît si je n'ai pas bien saisi le propos général, vous ne parlez pas forcément de comment exploiter des chansons, par exemple, mais bien plutôt comment exploiter le chant, ce qui change la perspective, non? Mmh, mmh. C'est pas uniquement exploiter des Mais chansons. je parle des 2. Je parle de son, qui est exploité en tant que tel, qu'on peut exploiter en tant que tel pour tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, entre autres l'apprentissage de structures langagières, et la mémorisation très facile et très rapide, heu, et dans le plaisir justement, sans effort. Mais ensuite le chant, c'est une autre dimension. C'est-à-dire qu'à partir de la chanson, l'idée c'est de chanter en classe. Et là on est dans autre chose que le simple apprentissage. Enfin, c'est un autre niveau d'apprentissage. C'est-à-dire que quelque part, quand on chante, on incorpore et quand on chante, on va le faire en groupe, donc on incorpore, on crée du lien, on crée une dynamique de groupe, heu et c'est c'est assez simple à comprendre, c'est très beau à vivre, et je peux vous dire que j'ai animé beaucoup de chorales dans ma carrière là, dans le primaire, essentiellement, mais pas que. Je peux vous dire qu'il se passe quelque chose et un jour, un inspecteur, c'était très intéressant et j'ai été inspecté pendant que j'animais une chorale. L'inspecteur, à un moment, a arrêté la chorale, il m'a dit: «Je peux prendre la chorale?» Il était fou dingue. Il a pris la chorale, c'était sur la Marseillaise, le chant national français. Il était vraiment fou dingue. Non, c'était pas le chant national français, c'était sur l'hymne européen et à la fin, il m'a dit: «Mais c'est très important parce que ça donne à ces élèves qui viennent de plein d'horizons différents une identité commune. Ils ont chanté quelque chose en commun, ils ont une mémoire commune et ils se construisent dans leur personnalité, d'identité de groupe, d'identité nationale, on va dire, ou locale, à partir d'expériences comme ça. C'est très, très important et quand on apprend une langue commune, si on chante ensemble, dans cette langue, on va faire une expérience commune dans cette langue et sans aller à l'étranger, sans aller dans le pays et ça marque, c'est un repère, essentiel dans tout ce qui marque, ça structure, la mémoire, puis ça structure l'identité et donc avoir une identité dans une langue qu'on apprend, bah, quoi de mieux? Bien sûr. Vous mentionnez dans votre article que, par exemple, la chanson, le chant, nous permet de travailler énormément d'aspects, non seulement linguistiques, mais culturels aussi, non? Qui vont de la phonétique au vocabulaire, etc., etc. Euh, que diriez-vous, quel conseil donneriez-vous aux enseignants heu, qui ont quand même un peu de réticence ou qui montrent un peu de réticence à l'utilisation des chansons et du chant, dans les cours de langue, par exemple? Parce que Je sais pas si j'ai des conseils à donner, mais il me semble que l'enseignant aussi, il faut qu'il soit dans le même positionnement que l'élève, c'est-à-dire qu'il ait du plaisir. Donc mmh, il parte de choses qu'il aime et qu'à partir de là, il construise une séance et puis il va voir que ça va marcher. Donc choisir une chanson qu'il aime tout simplement et puis construire à partir de ça. C'est assez simple en fait. mmh, Partir de soi, partir de ce qu'on aime. Mais aussi, c'est là ça j'ai vu ça malheureusement, à Mexico au lycée franco-mexicain, à dans la partie il y a Coyoacán, puis l'autre partie, c'est comment ça s'appelle? Polanco, Où il y a le musée là, la Polanco? partie la plus riche de Mexico là. Donc dans cette partie-là du lycée, je suivais une élève de CM2, on lui faisait apprendre un chant inchantable qu'elle-même n'arrivait pas à chanter, donc l'enseignant ne pouvait pas le chanter. Ah d'accord. Donc par définition. Donc il faut partir de choses super si on n'est pas à l'aise, on part de choses hyper basiques et se dire: «Si on est enseignant, bah, j'apprends moi aussi». Donc moi par exemple quand j'apprends des chants pour la chorale, évidemment il faut que je puisse les chanter puisque je vais les transmettre et donc je passe du temps à la maison avec ma guitare ou avec mon clavier, ou en écoutant la chanson à chanter. Puis ça fait du bien, ça fait du bien et puis du coup on découvre qu'on peut plus qu'on ne le croit.
Souvent, on peut plus qu'on ne le croit. Souvent, on a des appréhensions pour X raisons. Pourquoi? Parce que la voix, c'est quand même notre identité profonde. Ça nous révèle. Hem, quand on est cassé intérieurement, on a la voix cassée. Hem, Ça nous révèle et donc oui, on peut avoir de la réticence à chanter devant public. Puis parfois, ça crée des réactions étranges. Moi, je sais qu'une fois devant une classe, je faisais un remplacement d'une journée et donc je leur chante un chant, parce qu'il s'agissait d'aller vite à l'essentiel. Et la moitié de la classe s'est mis à rigoler. Puis moi, j'ai tenu mon truc, puis ensuite ils se sont calmés et puis on est rentré dans l'apprentissage. C'est-à-dire que oui, ça crée un truc, souvent c'est tellement inhabituel que Oui, il faut récupérer le groupe. Parce que le chant beh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, apprendre c'est sérieux. Donc le chant c'est pas sérieux officiellement, donc c'est pas apprendre. Donc subitement l'élève se croit, en récréation. Mais non, non, non. Moi, je peux vous dire qu'en chorale, il m'est arrivé d'avoir eu 5 classes ensemble en chorale, bah, je peux vous dire que je les tenais les gamins, hein, parce que si 5 classes, ça dure environ 120 élèves, si ça part dans tous les sens, ah c'est oui, irrattrapable. oui, oui. Et heu et et donc c'est une posture d'enseignant que j'aime beaucoup parce que ça oblige à être dans une position pas autoritaire, mais de grande rigueur, parce qu'on peut on peut jamais faire n'importe quoi comme enseignant, mais alors là, moins que jamais. Quand on a 120 élèves face à soi, l'enjeu est fort et heu et donc moi, je dirais ça, c'est-à-dire partir de choses simples, de choses qu'on aime, de choses qu'on maîtrise. Rien faire si on ne le maîtrise pas. Mmh. C'est casse-gueule, vraiment c'est casse-gueule. Hem Et puis voilà, et puis, mais des chants simples, il y en a, puis la chanson française ou partout dans le monde, hein, mais a des chants, simples, parfois bêtes, parfois marrants, tout en étant simples. Il est laid le bidet, il est beau le lavabo. OK, c'est débile, mais on a acquis, quelques petits mots, 2 adjectifs, 2 mots, un truc marrant, une sorte, on rentre dans une sorte d'ironie à la française, d'absurde à la française, qui est très caractéristique de notre culture. Mmh. Et donc avec ce petit truc tout débile, hop, ça y est, on a saisi quelque chose de la langue, on a saisi quelque chose de l'esprit du pays. On a un peu de vocabulaire, on n'oubliera jamais tellement c'est débile et voilà. Maintenant que vous parliez de chansons, de s'amuser, et cetera, dans votre article, vous mentionnez une chanson que j'ai apprise, il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans que je l'ai apprise, c'est, V'là le bon vent, non? Ah voilà le bon vin, oui. Je vous dis, ça fait plus de 30 ans que j'ai travaillé avec, enfin, cette chanson en classe et je l'ai toujours à l'esprit. Au moins le refrain, je l'oublierai jamais. Donc, en Ah, vous effet, l'avez travaillé comme apprenant? oui, Comme apprenant, comme apprenant, oui, c'est oui. ça. Donc, Ouais, ouais. oui, ça reste en nous, non? Ah ben c'est le chant, c'est structurel. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec une dame qui s'appelle Marie-Louise Hochet, qui a inventé la psychophonie, c'est-à-dire tout un travail, faut sur l'étude de Delsart en définitive, tout un travail du chant à partir du corps, de la conscience du son dans le corps et elle disait qu'elle avait accompagné des personnes qui, sur leur lit de mort, heu, revenaient à une conscience quand on leur chantait les chants qu'elles avaient entendu dans leur enfance et paf, ça reconnectait quelque chose au niveau cérébral, au niveau de la mémoire très profonde. Souvent, c'est des gens qui ont Alzheimer, donc qui ont plus aucune mémoire immédiate, mais la mémoire profonde est là et le chant les reconnecte à ça et hop, les yeux s'ouvraient, des paroles revenaient. C'est génial, hein, c'est-à-dire qu'on est en c'est là où on voit que c'est faux et que c'est même, manipulatoire de considérer que ce qui est de l'ordre du chant est de l'ordre du récréatif et du pas sérieux et du superficiel parce que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on est sur des choses profondes, essentielles, qui structurent vraiment en profondeur la personnalité, la mémoire donc la personnalité. Hem Et alors sur Voilà le bon vent, ce qui est en plus très intéressant, je rebondis, j'y avais pas pensé dans mon article, c'est que Voilà le bon vent, donne lieu à plein de versions différentes au niveau du texte, au niveau du chant et donc à partir de ce chant, on peut aller voir, plein de choses dans la francophonie, comment est resté en mémoire au Québec, comment c'est resté en mémoire en France, comment ça peut être c'est peut-être j'en sais rien, mais ça a dû être repris en rap, en je sais pas trop quoi, Mmh. ou en style Trian, en rock.
et donc en fait, il y a un travail absolument génial. Moi, j'adore ça, hein, c'est-à-dire voir comment quelque chose circule. Là, je suis en train de travailler sur Benjamin Mucho à titre personnel et je connaissais la version des Beatles, j'ai découvert celle d'origine, Consuelo Velasquez, j'ai découvert celle de Presley que je connaissais pas. Enfin, il y en a partout, c'est la chanson la plus reprise, en espagnol au monde et Mmh. c'est génial comment on s'approprie quelque chose et à partir d'un chant traditionnel qui a paru être très structuré au niveau du refrain, hein, donc ça ne partira jamais de la mémoire. Comment d'un chant traditionnel, on va sur, comme ça une inventivité, une réappropriation et moi je trouve ça génial. Génial parce que c'est ça la culture en définitive, c'est ça l'art. C'est comment quelque chose, de vieux en fait est toujours vivant, toujours d'actualité. Oui, tout à fait. Fort malheureusement, nous n'avons plus, beaucoup de temps. On Je pense qu'on pourrait passer des heures et des heures à parler des émotions, par exemple, dans l'apprentissage, tout ce que vous évoquez dans votre texte. En tout cas, bah, je vous remercie énormément, d'avoir accepté, ce petit entretien pour nous parler de votre travail et nous sommes très contents d'avoir, votre article, dans notre revue et nous invitons, nos lecteurs à découvrir, ce fantastique, texte, heu heu, du numéro 26, si je ne me trompe pas.